Chers lecteurs de Renaissance traditionnelle, bonjour, vous allez bientôt recevoir le numéro 208 de Renaissance traditionnelle. Il est en cours de publication et sera dans vos boîtes postales dans les semaines qui viennent. Ce sera évidemment le deuxième et dernier numéro de l'année 2024, puisque vous savez que maintenant, depuis 2 ans, la revue est devenue semestrielle. Dans ce nouveau numéro, comme chaque année, dans le dernier numéro de l'année, vous trouverez en quelque sorte ce qui est devenu un supplément annuel régulier de Renaissance traditionnelle, à savoir les nouveaux cahiers de Saint-Martin. Les cahiers de Saint-Martin étaient une revue publiée dans les années 60, à l'initiative notamment d'Antoine Fèvre, de Nicole Jacques Lefebvre, de Léon Sellier, pour aborder d'une manière académique Louis-Claude de Saint-Martin, sa vie, son œuvre, mais aussi tout ce qui a tourné autour du martinisme au sens le plus large du terme au XVIIIe siècle. Dans ce nouveau numéro, qui, comme tous les autres, est confié à son rédacteur en chef, c'est-à-dire Dominique Clérambault, qui est probablement le meilleur spécialiste de ce domaine de nos jours, vous trouverez en particulier un article de Dominique Clérambault qui célèbre le 4e centenaire de la mort de Jacob Böhm. Alors pourquoi Jacob Böhm? Eh bien tous ceux qui connaissent un peu l'œuvre de Louis-Claude de Saint-Martin comprennent immédiatement, parce que Jacob Böhm, de l'aveu même du philosophe inconnu, a été son deuxième maître après bien sûr Martinez de Pasquali. Dans cet article, vous trouverez un certain nombre de textes qui ont servi d'introduction à la traduction française d'un ouvrage tardif de Böhm, à l'initiative de deux des disciples les plus fameux de Louis-Claude de Saint-Martin, à savoir Prunelle de Lierre et Gilbert. Mais dans le même numéro des Nouveaux Cahiers de Saint-Martin, Dominique Clérambault vous propose aussi des pensées inédites de Jean-Baptiste Villermoz qui permettent en quelque sorte de pénétrer dans l'intimité spirituelle du fondateur du régime écossais rectifié. Et d'ailleurs, quand on les compare aux pensées de Louis-Claude de Saint-Martin, Louis-Claude de Saint-Martin qui, je vous le signale, est juste à côté et au-dessus de moi, quand on les compare aux pensées de Louis-Claude de Saint-Martin, eh bien on y trouve une parenté de ton, une parenté spirituelle qui est assez saisissante. Puis enfin, pour achever ce nouveau numéro des Nouveaux Cahiers de Saint-Martin, vous trouverez un article extrêmement important de notre ami Jeff Van Bellingen. Il nous propose d'accéder à la traduction des passages les plus significatifs d'un important ouvrage publié en Allemagne, et donc en langue allemande, en 1784, par un auteur qui s'appelait Johann Friedrich Kloecker, qui s'intéressait à la philosophie et à l'histoire des religions. Et ce livre s'intitule Magikon. C'est un livre extrêmement important dans l'histoire du martinisme au sens large du terme à cette époque, car Kloecker venait de découvrir celui qui était encore un jeune auteur, c'est-à-dire Louis-Claude de Saint-Martin, et en particulier il avait pris connaissance de cet ouvrage surprenant, le premier de Saint-Martin, Des erreurs et de la vérité, publié en 1775. Et dans ce livre, Magikon, Kloecker, à l'intention des lecteurs allemands, essaie en quelque sorte de proposer comme un cours de martinisme ou de saint-martinisme. Naturellement, il s'agit du saint-martinisme première manière, il s'agit de la première pensée saint-martinienne, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, Saint-Martin rencontrera plus tard son deuxième maître, c'est-à-dire Jacob Böhm, et que cette rencontre infléchira dans une certaine mesure sa pensée. Donc cet article sur le Magikon de Kloecker est important parce qu'il a contribué, l'ouvrage en question a contribué à accroître, non seulement en Allemagne, mais dans toute l'Europe, à l'époque, la réputation de Saint-Martin. Dans la section des Varia, où on publie des articles de différentes natures, je vous signale notamment un article de notre ami John Belton.
Vous savez que John est un des grands maçonnologues anglais aujourd'hui, membre de la loge de recherche Quatuor Coronati de Londres, et il propose un article dont le titre vous surprendra peut-être, La Grande Loge unie d'Angleterre, Dieu et l'immortalité de l'âme, retour sur une histoire complexe. En réalité, John nous propose, en sollicitant des sources britanniques, jusqu'à aujourd'hui jamais traduites, jamais publiées, de revoir, de revisiter une période très limitée, mais capitale de l'histoire maçonnique, non seulement française, mais européenne, au XIXe siècle, la période 1875, qui bien entendu est l'année du fameux Convent de Lausanne, et 1877, une date que les maçons français connaissent tous, celle du convent du Grand Orient de France, qui décida de renoncer à l'obligation pour ses membres de croire en Dieu. En réalité, cette histoire, les deux, ont souvent été traités d'un point de vue exclusivement français. Eh bien, John Belton, lui, vous propose de découvrir des sources britanniques qui permettent de réécrire dans une certaine mesure une histoire et surtout de montrer qu'elle est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imaginait. Et du reste, cette méthode qui consiste à conjuguer des sources françaises et des sources britanniques, c'est celle qu'avec John, nous avons mise en œuvre dans un travail qui a duré 4 ans et qui a abouti l'été dernier à la publication d'un livre, Les premiers hauts grades écossais, qui dans une assez large mesure, et les réactions du public français et britannique le montrent bien, permet de réécrire à nouveau frais une histoire qu'on croyait largement connue. Deuxième article dans la catégorie des varias mérite votre intérêt. Il est dû à la plume de notre ami Bernard Omri et vous permettra de découvrir un personnage peu connu finalement, mais qui a joué un rôle significatif dans ce qu'on pourrait appeler la première franc-maçonnerie spéculative anglaise. Nous sommes dans les années 1740-1750. Il se nomme Robert Sambert. Il sera notamment à l'origine d'une publication importante. Je vous laisse le soin de le découvrir, mais véritablement, l'article de Bernard Omri nous permet de jeter une lumière un peu différente sur cette première franc-maçonnerie anglaise. Dans la rubrique des francs-maçons du passé, où vous savez, nous proposons des notices prosopographiques qui permettent de sortir de l'anonymat de l'histoire des personnages qui ont joué les seconds rôles dans l'histoire maçonnique et qui, pour cette raison, sont souvent oubliés. Ce ne sont pas ceux qui tiennent le devant de la scène, mais souvent, c'est ceux qui ont eu l'action la plus concrète. Je vous propose donc, dans le cadre de cette rubrique, de découvrir 2 francs-maçons allemands qui ont eu des relations ensemble. L'un s'appelle Wächter, l'autre Haugwitz, et la comparaison de leur vie et de leur action permet d'ailleurs d'évoquer les relations parfois inattendues qui ont existé à cette époque, particulièrement en Allemagne, entre la maçonnerie, la mystique et la politique. Dans la rubrique Emblémata Atomorum, notre ami Boris Nicaise, autour d'un diplôme d'un franc-maçon belge. Alors oui, on est à une époque où la Belgique n'existait pas encore, mais c'est dans le ressort géographique de l'actuelle Belgique, à propos donc du diplôme d'un franc-maçon belge de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, Boris Nicaise nous propose de découvrir à nouveau ces mystérieuses, singulières, étonnantes, parfois loges militaires. Il y a eu une maçonnerie militaire d'une extrême importance qui, en particulier au XVIIIe et encore pendant les guerres napoléoniennes, a beaucoup contribué à répandre la franc-maçonnerie et même à fixer certains de ces usages que nous connaissons encore de nos jours et qui ont leur origine dans les loges militaires. Je pense en particulier aux usages de table. Dans la rubrique Côté compagnonnage, sous la plume inspirée du maître S.R. qu'est Jean-Michel Mathionnaire, vous allez découvrir un article d'une érudition un peu décoiffante, puisque Jean-Michel va nous entretenir de la géométrie fondamentale du secret des bâtisseurs, en tout cas de cette science secrète que selon certains auteurs, les francs-maçons du Moyen-Âge possédaient de manière exclusive. Évidemment, tout cela a donné lieu à des légendes urbaines, à des fantasmes qui parfois vivent encore. Je vous conseille
vivement de lire la déconstruction, si j'ose m'exprimer ainsi, la déconstruction de ces mythes par Jean-Michel Matonnière. Enfin, comme vous le savez, nous insistons beaucoup sur des comptes rendus de livres. Vous en trouverez de nouveau un certain nombre dans ce numéro 208, en particulier sous la plume de Pierre Lachkareff et de Dominique Clérambault. Vous savez que nous ne nous contentons pas de recopier la quatrième de couverture ou de faire un résumé en 10 lignes. N'importe qui peut faire ça. Nous pensons que nous devons produire des contributions critiques qui ajoutent des choses aux ouvrages dont nous parlons. Bien sûr, nous ne parlons que des ouvrages que nous voulons recommander à nos lecteurs, parce que ceux qui ne nous ont pas plu, eh bien, tout simplement, nous n'en parlons pas. Alors, un dernier mot pour vous rappeler que au mois d'octobre dernier s'est tenu le 7e colloque du Cercle Renaissance traditionnelle que nous vous avions annoncé de longue date. Ce colloque était consacré au bicentenaire de la mort de Jean-Baptiste Villermoz. Il a rencontré un grand succès en présence d'environ 180 personnes. Alors que ceux et celles qui, pour des raisons diverses, n'ont pas pu prendre part à ce colloque se consolent et se rassurent. D'ici environ un an, c'est-à-dire dans le 2e numéro annuel de l'année 2025, nous publierons l'intégralité des communications, avec d'ailleurs un certain nombre d'annexes. Voilà, vous savez à peu près tout. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne lecture du numéro 208, si toutefois vous êtes déjà abonné. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il n'est pas trop tard pour le faire. Et dans ce cas, vous recevrez d'emblée les 2 numéros de l'année 2024 de Renaissance traditionnelle. La campagne de réabonnement pour l'année 2025 s'ouvrira bientôt. À tous et à toutes, merci de votre fidélité et à bientôt.